Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir L'honnête voleur de Fidor Dostoïevski, une traduction de l'écrivain franco-russe Vladimir Voronovitch Binchtok. Un matin, comme j'étais déjà prêt à partir pour mon bureau, Agrafena, à la fois ma cuisinière, ma blanchisseuse et ma femme de chambre, entra chez moi et, à mon grand étonnement, entama la conversation avec moi. Jusqu'à ce jour, je n'avais entendu d'elle que ces mots. Que faut-il préparer pour le dîner? Toujours effacée, taciturne, je puis dire que pendant 6 années, elle n'avait pas proféré une parole de plus, du moins en ma présence. Voilà, monsieur, j'ai quelque chose à vous demander, commença-t-elle tout à coup. Vous feriez bien de sous-louer le petit réduit. Quel réduit? Mais celui qui est près de la cuisine, vous savez bien lequel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'autres ont des locataires, c'est clair pourquoi. Mais qui le louera? Qui le louera? Un locataire, pardi. Mais ma petite mère, dans ce coin, il n'y a pas même la place d'un lit. Qui pourrait vivre là? Pourquoi y vivre? Pourvu qu'il y ait une place pour dormir. Et il vivra sur le rebord de la fenêtre. Quelle fenêtre? Comment? Comme si vous ne le saviez pas. Celle de l'antichambre. Il s'installera là pour coudre ou faire quelque chose. Il s'assoira peut-être sur une chaise. Il a une chaise et même une table. Tout. Mais quel est ce locataire? Un brave homme. Un homme qui a beaucoup vu. Je lui préparerai ses repas et pour le logis et la nourriture, je lui prendrai seulement 3 roubles par mois. Enfin, après de longs efforts, j'appris qu'un homme déjà âgé avait convaincu Agrafena de le laisser vivre dans la cuisine comme locataire. Quand Agrafena s'était mis quelque chose en tête, rien ne l'en pouvait déloger, et je savais qu'elle ne me laisserait pas tranquille tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Dès que quelque chose n'allait pas à sa guise, elle devenait pensive et profondément mélancolique. Cet état durait 2 ou 3 semaines, et pendant toute cette période, la cuisine était manquée, le linge se perdait, les planchers n'étaient pas lavés, en un mot, tout allait de travers. J'avais remarqué depuis longtemps que cette femme taciturne ne pouvait pas prendre une décision, s'arrêter à une idée quelconque qui lui fût personnelle. Mais si dans sa faible cervelle se formait accidentellement quelque chose ressemblant à une idée, à une décision, y mettre obstacle, c'était la tuer moralement pour un certain temps. C'est pourquoi, aimant par-dessus tout ma tranquillité, je consentis aussitôt. A-t-il au moins des papiers, un passeport ou quelque chose? Comment donc? Sans doute il a tout. C'est un brave homme, qui a beaucoup vu. Il a promis de payer 3 roubles. Le lendemain, dans mon modeste logis de célibataire, parut un nouveau locataire. Je n'en étais pas fâché, j'en étais même content. En général, je vis dans l'isolement, presque en reclus. J'ai peu de connaissances. Je sors rarement depuis 10 ans que je vis en ermite, je suis habitué à l'isolement. Mais 10, 15 ans et peut-être même plus de la même solitude, avec la même agrafena dans le même logement de garçon, c'était évidemment une perspective assez incolore. Un être de plus, un homme paisible, c'était donc, vu les circonstances, un présent du ciel. Agrafena n'avait pas menti. Mon locataire était bien l'homme qui a beaucoup vu. Son passeport mentionnait qu'il était soldat libéré. Mais même sans le passeport, je l'eus deviné au premier coup d'œil. C'est facile à reconnaître. Astafi Ivanovitch, mon locataire, était un brave homme, et nous nous sommes tout de suite entendus. Ce qui surtout m'était agréable, c'est qu'Astafi Ivanovitch racontait très bien, surtout les aventures auxquelles il avait été directement mêlé. Dans ma pauvre et monotone existence, pareil narrateur était un trésor. Une fois, il me raconta précisément une de ses histoires, et son récit produit sur moi une réelle impression. Voici à quelle occasion il me la conta. Un jour que j'étais seul dans l'appartement, Astafi et Agrafena sortis pour leurs affaires. J'entendis tout à coup de ma chambre que quelqu'un pénétrait dans l'entrée. C'était certainement un étranger. J'allais voir. En effet, il y avait quelqu'un dans l'antichambre, un homme trapu en veston, malgré la température froide de l'automne. Que désires-tu? L'employé Alexandrov est-il ici? Je connais pas. Mon adieu. Comment donc? Le portier m'a dit qu'il demeure ici, prononça le visiteur en se retirant prudemment vers la porte. Va, va, mon ami, va. Le lendemain, après le dîner, pendant qu'Astafi Ivanovitch m'essayait une redingote qu'il me réparait, quelqu'un pénétra de nouveau dans l'antichambre. J'ouvris la porte. L'individu de la veille, sous mes yeux, décrocha tranquillement du porte-manteau mon pardessus, le mit sous son bras et s'élança dehors. Agrafena le regardait, la bouche largement ouverte, ahurie, sans rien faire pour empêcher le larcin. Astafi Ivanovitch courut sur les pas du voleur et 10 minutes après, il reparut essoufflé, les mains vides. L'homme avait pu fuir.
Pas de chance, Astafi Ivanovitch. Encore heureux qu'il nous ait laissé mon paletot, sans quoi nous serions frais. Il m'aurait bien arrangé, le voleur. Astafi Ivanovitch avait été tellement frappé de ce qui venait de se passer qu'en le regardant, j'en oubliais le vol. Il ne pouvait s'en remettre. À chaque instant, il abandonnait son travail et recommençait à dire comment tout cela était arrivé, qu'il était là et que sous ses yeux, à 2 pas de lui, on avait volé le par-dessus, et que le voleur s'y était si bien pris qu'on n'avait pas même pu le rattraper. Ensuite, il reprenait son ouvrage, qu'il quittait bientôt. Enfin, il alla chez le portier recommencer son récit et lui reprocher que de pareilles choses puissent se passer dans sa cour. Après quoi il revint auprès d'Agrafena et à son tour la réprimanda. Puis il se remit au travail en marmonnant entre ses dents comment tout cela était arrivé. Il était ici, moi là, et sous mes yeux à 2 pas, il a pris le par-dessus, etc. En un mot, Astafi Ivanovitch était complètement bouleversé. On nous a bien roulé, Astafi Ivanovitch, lui dis-je, le soir en lui donnant un verre de thé. Je désirais l'amener à redire encore l'histoire du par-dessus volé qui, d'avoir été si souvent répétée, et à cause de la sincérité profonde du narrateur, commençait à devenir très comique. On nous a roulé, monsieur. Je suis furieux, bien que ce ne soit pas mon paletot qui l'ait pris. Pour moi, il n'y a pas pire vipère que le voleur. Un autre prend un crédit, mais celui-ci vole ton travail, ta sueur, ton temps. La crapule. Pff, je ne peux même plus y penser, ça me met en rage. Comment, monsieur? Vous ne regrettez pas votre propre bien? Mais si, Astaf Ivanovitch, on aimerait mieux voir brûler les choses que de les laisser à un voleur. Vraiment, on n'en a pas le désir. Quel désir? Cependant, il y a voleur et voleur. Ainsi, moi, monsieur, il m'est arrivé de tomber sur un voleur honnête. Comment, honnête? Un voleur peut-il être honnête? Sans doute, monsieur. Un voleur honnête. À vrai dire, à vrai dire, il n'en existe pas. J'ai seulement voulu dire qu'il me semblait que c'était un homme, et il a volé. On a eu pitié de lui. Et comment cela est-il arrivé? C'était il y a 2 ans, monsieur. À cette époque, je suis resté sans place presque une année. Dans ma dernière place, je m'étais lié avec un malheureux, un homme déchu. Nous nous étions rencontrés dans un débit. C'était un ivrogne, un fainéant. Il avait servi quelque part, mais depuis longtemps on l'avait chassé à cause de son ivrognerie. C'était un malheureux. Il était vêtu Dieu sait comment. Parfois on se demandait s'il avait une chemise sous son paletot. Tout ce qui lui tombait sous la main, il le dépensait à boire. Mais il n'était pas tapageur, il avait un caractère doux, affectueux, bon et pas du tout tapeur. Il avait honte. Seulement on voyait bien que le malheureux voulait boire, et on le régalait. C'était comme ça que je me suis lié avec lui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il s'est cramponné à moi. Moi, ça m'était bien égal ce qu'il était. Il s'attachait comme un chien. Tu vas là-bas, il te suit et nous ne nous étions vus qu'une seule fois. D'abord, il fallut lui laisser passer la nuit. Bon, je l'ai laissé. Je vois que son passeport est en règle, ça va. Le lendemain, il fallut encore lui laisser passer la nuit. Et le troisième jour, il demeura toute la journée sur le rebord de la fenêtre, et le soir, il resta à coucher. Eh bien, pensai-je, voilà qu'il s'est accroché à moi. Il va falloir lui donner à boire et à manger, et encore le coucher. Moi, un pauvre homme, et un fainéant s'y accroche. Avant moi, il avait fait la même chose avec un employé. Il s'était cramponné à lui. Ils buvaient ensemble, mais l'employé était mort de je ne sais trop quoi. Il s'appelait Emilian Ilitch. Je pense, comment faire avec lui? Le chasser? C'est dur. Il est si misérable. Un homme déchu, c'en est effrayant. Et lui, silencieux, ne demande rien. Il reste assis et te regarde seulement dans les yeux comme un chien. Voilà ce que la boisson peut faire d'un homme. Je pense. Comment lui dire? Va-t'en, Emilian. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas bien tombé. Bientôt, je n'aurai plus moi-même de quoi manger. Alors comment puis-je te garder en pension? Et je pense, qu'est-ce qu'il fera quand je lui dirai cela? Et je m'imagine le regard qu'il posera sur moi quand il entendra ces paroles. Je le vois rester assis longtemps sans rien comprendre. Ensuite, quand il aura compris, il se lèvera du rebord de la fenêtre, prendra son mouchoir, que je vois encore, un mouchoir à carreaux rouges, déchiré, dans lequel il mettait Dieu sait quoi et portait toujours avec lui. Après, il ajustera son paletot pour s'y loger confortablement et avoir chaud et masquer les trous. Il était délicat. Ensuite, il aurait ouvert la porte et serait sorti sur l'escalier, des larmes plein les yeux. Non, il ne faut pas que l'homme se perde. J'ai eu pitié. Et après, je pense encore. Et moi, comment ferai-je? Attends, Emiliane, tu ne resteras pas longtemps chez moi. Bientôt je partirai d'ici et tu ne me retrouveras pas.
Eh bien, monsieur, nous sommes partis. Mon maître Alexandre Pelenovitch, depuis il est mort. Monsieur, que Dieu l'ait en sa garde, me dit: Je suis très content de toi, Astafi. Quand nous reviendrons de la campagne, nous ne t'oublierons pas, nous te reprendrons. Moi, j'étais chez eux, maître d'hôtel. C'était un brave homme, mais il est mort la même année. Quand nous l'avons mis en terre, j'ai pris mes effets, un peu d'argent, et j'ai pensé: Maintenant, je me reposerai. Et je me suis installé chez une vieille femme. J'ai sous-loué un coin dans son logis. Il y avait juste un seul coin de libre. Elle avait servi quelque part comme bonne d'enfant et maintenant touchait une petite rente. Eh bien, pensai-je, adieu Emiliane, mon ami, tu ne me retrouveras pas. Eh bien, le croiriez-vous, monsieur, un soir je rentre, j'étais allé voir un camarade, et qu'est-ce que je vois? Emiliane. Il était assis sur mon coffre, son mouchoir à carreaux près de lui. Il est en manteau et m'attend. Pour chasser l'ennui, il a emprunté à la vieille un livre de prière qu'il tient à l'envers et regarde. Il m'a retrouvé, les bras m'en sont tombés. Eh bien, il n'y a rien à faire, pensai-je. Pourquoi ne l'ai-je pas chassé du premier coup? Et je lui demande tout de go. As-tu apporté ton passeport, Emiliane? Je me suis assis, monsieur, et je commence à me demander si ce pauvre bougre me gênera beaucoup. Toute réflexion faite, j'ai trouvé qu'il ne me gênerait pas énormément. Il doit manger, pensai-je. Eh bien, ce matin, un morceau de pain, et pour qu'il lui paraisse plus appétissant, on pourra acheter un peu d'ail. À midi aussi, du pain et de l'ail. Pour le souper aussi, de l'ail avec du kvass et du pain. Et s'il y a la soupe aux choux, alors ce sera fait pour nous deux. Moi, je ne mange pas beaucoup, et un homme qui boit, on sait ça, ça ne mange rien. Il ne lui faut que du vin ou de l'eau de vie. Il me ruinera en boisson, pensai-je alors. Mais soudain, une autre pensée aussi me vint en tête. Monsieur, un autre sentiment s'empara de moi tout entier. Oui, si Emiliane était partie, j'aurais pris la vie en horreur. Alors j'ai décidé d'être pour lui un père, un bienfaiteur. Je le sauverai, je l'empêcherai de se perdre, je le déshabituerai de l'alcool. Attends, pensai-je, tu verras. Eh bien, Emiliane, reste, mais maintenant prends garde, tu devras m'obéir. Et je me disais, voilà, je vais commencer par l'habituer au travail, mais pas brusquement. D'abord qu'il se distrait un peu, et moi je l'observerai, j'examinerai ce qu'il est capable de faire. Car vous savez, monsieur, pour n'importe quel travail, il faut avant tout en avoir la capacité. Alors j'ai commencé à l'observer et à l'étudier, mais je n'eus bientôt plus guère d'illusions. D'abord, monsieur, j'ai commencé par de bonnes paroles. Tu vois, Emilian Ilitch, réfléchis un peu, tu devrais faire quelque chose. Assez fainéanté, regarde, tu es en loque. Mon paletot est comme une passoire. Il est temps de réagir, que diable? Emilian, assis, la tête penchée, m'écoute sans rien dire. Il ne sait même pas dire un mot raisonnable. Il m'écoute longtemps, 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 et ensuite il soupire. Qu'as-tu donc à soupirer? Lui demandai-je. Oh, rien, Astafi Ivanovitch. Ne vous inquiétez pas. Ah, vous savez, Astafi Ivanovitch. Aujourd'hui, deux femmes se sont battues dans la rue. L'une d'elles avait renversé le panier de groseilles de l'autre, par hasard. Eh bien, quoi? Alors l'autre, exprès, a renversé à son tour les groseilles de l'autre et ensuite s'est mise à les piétiner. Et après, Emilian Ilitch. Mais c'est tout, Astafi Ivanovitch. Comme ça. Comme ça? Mais c'est peu intéressant. Ah, pauvre Emiliane, pensai-je. Il y a aussi un monsieur qui a laissé tomber un billet de banque sur le trottoir de la rue Gorovaya. Non, de la rue Sadovaya. Un paysan qui avait vu cela a dit: Ma chance. Mais un autre qui l'avait vu également a dit: Non, la mienne. Je l'ai vu avant toi. Et alors? Alors les paysans se sont battus, Stef Ivanovitch. Et l'agent de police a pris le billet, l'a rendu au monsieur et a menacé de les conduire au poste. Eh bien, quoi? Qu'y a-t-il là d'intéressant? Mais rien, Stef Ivanovitch. Les gens ont bien ri. Ah, Emiliane, tu as vendu ton âme pour un sou. Sais-tu ce que je te dirais? Quoi, Stef Ivanovitch? Prends une occupation quelconque, vraiment, fais quelque chose. Pour la centième fois, je te le répète, aie pitié de toi. Mais quel travail prendre, Stef Ivanovitch? Je ne sais pas ce que je pourrais faire et personne ne voudra de moi. Et pourquoi as-tu été chassé du service, hein, Emiliane? Parce que tu bois. À propos, Stef Ivanovitch, las le sommelier, on l'a appelé aujourd'hui au bureau. Et pourquoi l'a-t-on appelé? Ça, je n'en sais rien, Stef Ivanovitch. Mais si on l'a appelé, c'est qu'il le fallait. Ah, pensai-je, nous nous sommes perdus ensemble, Emiliane. C'est Dieu qui nous punit pour nos péchés. Que faire d'un être pareil? Seulement, c'était un garçon rusé. Il m'écoutait, mais à la fin, cela finissait par l'assommer. Aussi, dès qu'il me voit de mauvaise humeur, il prend son par-dessus et disparaît sans trace.
Toute la journée, il erre quelque part et rentre le soir complètement ivre. Qui lui donnait à boire? Où prenait-il l'argent? Dieu le sait. Ce n'est pas ma faute. Non, lui dis-je un jour. Emilian Ilitch, assez boire, tu entends? Assez. Si tu rentres ivre encore une fois, tu passeras la nuit sur l'escalier, je ne te laisserai pas entrer. Le lendemain, Emilian resta à la maison. Le surlendemain aussi. Mais le troisième jour, de nouveau il disparut. J'attends, et il ne rentre pas. À vrai dire, je commençais d'être inquiet et j'avais pitié de lui. Qu'ai-je fait? Pensais-je. Je lui ai fait peur. Et où est-il allé maintenant, le malheureux? Il ne reviendra peut-être plus jamais. Oh mon Dieu! La nuit passe, et il ne vient pas. Le matin, je sors, je vais dans le vestibule, et je regarde. Il est couché là. Il est couché, la tête appuyée sur la première marche de l'escalier. Il est presque gelé. Qu'as-tu, Emiliane, Seigneur Dieu? Où étais-tu? Comment es-tu ici? Mais voilà, Stafi Ivanovitch, l'autre jour vous vous êtes fâché, et vous avez dit que vous ne me feriez coucher dans le vestibule. Mais voilà, Stafi Ivanovitch, l'autre jour vous vous êtes fâché, et vous avez dit que vous me feriez coucher dans le vestibule. Alors je n'ai pas osé entrer, et je me suis couché là. La colère et la pitié me faisaient bouillonner. Mais, Emiliane, lui dis-je, tu pouvais trouver un autre emploi que de garder l'escalier. Quel autre emploi, Stafi Ivanovitch? Mais misérable, lui dis-je, j'étais furieux. Si tu avais pris le métier de tailleur, regarde ton manteau, ce n'est qu'un trou. Si tu avais pris une aiguille et t'étais mis à boucher ces trous. Ah, ivrogne, misérable. Eh bien, monsieur, il a pris une aiguille. Je lui disais cela en plaisantant. Eh bien, lui avait eu peur et avait obéi. Il enleva son paletot et se mit à enfiler une aiguille. Je le regarde. Naturellement, ses yeux voient mal, tout rouges, et ses mains tremblent. Quoi? Il pousse, le fil n'entre pas, il cligne des yeux, mouille le fil, le tord entre ses doigts, mais rien. Il y renonce et me regarde. Eh bien, Emiliane, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit cela pour te faire honte. Va, Dieu soit avec toi. Reste, mais ne fais pas de sottises. Ne couche pas dans l'escalier. Ne me fais pas l'affront. Mais que puis-je faire, Stafi Ivanovitch? Je sais bien que je suis toujours ivre, que je ne suis bon à rien, mais ça m'attriste de vous fâcher, mon bienfaiteur. Tout d'un coup, ses lèvres décolorées tremblèrent et une larme coula sur sa joue blême. Cette larme trembla un moment sur sa barbe embroussaillée et soudain, un flot de larmes. Pauvre Émiliane, comme si on m'enfonçait un couteau dans le cœur. Et je ne pensais pas du tout. Si j'avais su, je ne t'aurais rien dit. Eh, je ne pensais pas du tout. Si j'avais su, je ne t'aurais rien dit. Et je pense, non, pauvre Émilienne, tu ne seras jamais bon à rien, tu te perdras. Eh bien, monsieur, ce n'est pas la peine de raconter si longtemps. Toute cette histoire est si petite, si misérable, elle ne vaut pas les paroles. C'est-à-dire que vous, monsieur, vous n'en donneriez pas 2 sous de cette histoire, mais moi, j'aurais donné beaucoup, si j'avais eu, pour que seulement tout cela n'arrivât pas. Monsieur, j'avais un pantalon. Ah, et que le diable l'emporte, un bon pantalon bleu à carreaux. C'était un propriétaire venu de province qui me l'avait commandé. Mais ensuite, il l'a refusé sous prétexte qu'il était trop étroit et il m'est resté pour compte. Je me disais, un objet de valeur, hein. Aux vieux habits, on m'en donnerait peut-être 5 roubles. En tout cas, j'aurais de quoi faire 2 pantalons pour mes messieurs de Saint-Pétersbourg et encore du reste pour les gilets. Vous savez, pour les pauvres bougres comme nous, tout est bon. Mais voilà qu'à cette époque, Émiliane tomba dans une sorte de marasme. Je regarde. Il ne boit pas un jour, 2 jours. Le troisième, il est tout à fait anéanti. Ça fait pitié. Moi, je pensais, eh bien, mon cher, tu vas peut-être rentrer dans la voie du Seigneur. Tu as écouté la raison et dit basta. Voilà, monsieur, où nous en étions. Là-dessus arriva une grande fête. Je suis allé aux vêpres. Quand je rentrais à la maison, je trouvais mon Émiliane sur le rebord de la fenêtre, ivre mort. Il est là et se dodeline. Ah, pensai-je, ça y est, mon garçon. Je suis allé chercher quelque chose dans le coffre, je regarde. Pas de pantalon. Je cherche partout, rien. Quand, après avoir fouillé partout, je dus constater qu'il n'était plus là, ce fut comme si on m'avait donné un coup de couteau dans le cœur. Je courus chez la vieille et l'accablai de reproches. Mais à Émiliane, bien que son ivresse constituât une preuve contre lui, je ne dis rien. Non, me dit la vieille, que Dieu te garde. Mon cavalier, qu'ai-je besoin de ton pantalon? Est-ce que je pourrais le porter? L'autre jour précisément, un homme m'a volé une jupe. C'est-à-dire, je n'en sais rien. Qui est venu? Demandai-je. Mais personne, dit-elle. Je suis resté tout le temps ici,
Emilian Ilitch est sorti, puis il est revenu. Voilà, il est assis. Interroge-le. Emilian, dis-je, est-ce que tu n'aurais pas pris mon pantalon neuf, tu sais bien, celui qu'on a fait pour le propriétaire? Non, Staf Ivanovitch, je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce que cela veut dire? De nouveau, je me mets à chercher. Rien. Emilian est toujours là, assis, et se balance. J'étais assis comme ça, monsieur, devant lui sur le coffre, et tout d'un coup j'ai regardé de son côté. Lui, pensai-je. Le cœur me brûlait. Je suis devenu rouge. À ce moment, Emilian aussi me regarda. Non, Staf Ivanovitch, commença-t-il, je n'ai pas pris votre pantalon. Vous pensez peut-être que... Mais moi je ne l'ai pas pris. Mais où est-il passé, Emilian Ilitch? Non, Staf Ivanovitch, je ne l'ai pas vu. Quoi, Emilian Ilitch? Alors il s'est perdu tout seul? Peut-être, Staf Ivanovitch. Après cela, je me suis levé, je me suis approché de lui, puis j'ai allumé la lampe et me suis mis au travail. Je réparais le gilet d'un employé qui logeait au-dessus de nous, et mon cœur battait. Ma poitrine me brûlait. Emilian sentit que la colère me gagnait. L'homme sent le mal venir de loin comme l'oiseau du ciel sent l'orage. Savez-vous, Staf Ivanovitch, commençait Emilian, sa voix tremblait. Aujourd'hui, Antti Prohorovitch s'est marié avec la femme du cocher, qui est mort récemment. Je le regardais, probablement avec colère. Il comprit, se leva, s'approcha du lit et se mit à chercher quelque chose. Je regarde. Il fouille longtemps et en même temps marmonne. Non, non, mais où a-t-il pu disparaître? J'attends ce qui va se passer, Emilian se glisse sous le lit, et je n'y tins plus. Pourquoi diable, Emilian Ilyitch, vous traînez-vous ainsi sur les genoux? Dis-je. Je cherche si le pantalon ne serait pas là. Je regarde, il est peut-être tombé dans le fond. Mais, monsieur, de dépit, je l'appelais monsieur, pourquoi donc prendre tant de peine pour un pauvre homme comme moi et vous fatiguer les genoux? Mais Astef Ivanovitch, moi, je... Rien. Peut-être le trouvera-t-on quelque part en cherchant bien. Écoute, Emilian Ilyitch, dis-je. Quoi, Astaf Ivanovitch? Tu l'as peut-être tout simplement volé, comme un brigand et un voleur, pour me remercier. C'est vous dire, monsieur, comment j'étais en colère de le voir se traîner à genoux sur le parquet. Non, Staf Ivanovitch. Et il restait couché sur le lit. Il y resta longtemps, ensuite sortit. Je le regarde. Il est blanc comme un linge et il se leva, s'assit près de moi sur le rebord de la fenêtre et resta ainsi une dizaine de minutes. Non, Staf Ivanovitch, fit-il. Et tout d'un coup, il se leva et je le vois encore, s'approcha, triste comme un péché. Non, Staf Ivanovitch, je n'ai pas pris votre pantalon. Il frissonne, se frappe la poitrine, sa voix tremble. Il commence à me faire peur. Eh bien, Emile Ilitch, n'en parlons plus. Pardonne-moi si, comme un sot, je vous ai fait des reproches à tort. Et le pantalon, que le diable l'emporte. Nous n'en mourrons pas. Grâce à Dieu, nous avons des bras, nous n'irons pas voler. Et nous ne mendierons pas à un étranger, un pauvre homme. Nous gagnerons notre pain. Emilian m'écoutait, debout devant moi. Après, il s'assit. Il resta ainsi toute la soirée, sans bouger. J'étais déjà couché et qu'il s'était encore assis à la même place. C'est seulement le matin que je vis qu'il s'était allongé sur le plancher nu, enveloppé dans son paletot. Il n'était pas même venu se coucher sur le lit. Eh bien, monsieur, à dater de ce moment, je ne l'ai plus aimé. Même le premier jour, je le haïssais. C'était comme si mon fils m'avait volé et encore m'insultait. Ah, pensai-je, Emiliane, Emiliane. Et lui, monsieur, pendant 2 semaines, ne cessa de boire. C'est-à-dire qu'il était devenu comme un enragé, tout à fait alcoolique. Dès le matin, il sort et rentre tard dans la nuit. Pendant 2 semaines, je n'entendis pas un seul mot de lui. Probablement que lui-même était tourmenté par la douleur. Alors il cherchait à s'étourdir. Enfin, assez. Il cessa de boire. Il avait sans doute dépensé tout ce qu'il avait. De nouveau, il s'installe sur le rebord de la fenêtre. Je me rappelle qu'il resta assis silencieux pendant 3 jours entiers. Une fois, je regarde. Il pleure. Oui, monsieur, il pleure. Et comment? C'était comme une fontaine, monsieur, comme si lui-même ne sentait pas couler ses larmes. Mais c'est pénible, monsieur, de voir un homme âgé, un vieillard comme Émiliane pleurer de douleur. Qu'as-tu, Émiliane? Lui dis-je. Il tremblait de tout son corps. Depuis l'histoire du pantalon, c'était la première fois que je lui adressais la parole. Rien, Astafy Ivanovitch. Dieu te garde, Émiliane. Que tout soit perdu, mais pourquoi restes-tu assis comme un hibou? Il me faisait de la peine. Comme ça, Stafy Ivanovitch. Ce n'est pas ça, je veux prendre un travail quelconque. Quel travail, Emilian Ilitch?
N'importe lequel. Peut-être trouverai-je un emploi quelconque comme auparavant. Je suis allé déjà chez Fedosey Ivanovitch. Ce n'est pas bien d'être à votre charge, Stafi Ivanovitch. Peut-être, quand j'aurai trouvé un emploi, je vous rendrai tout. Alors, alors je vous rendrai tout. Et votre pain, je vous le payerai. Assez, Emiliane, assez. C'est passé, n'en parlons plus. Que le diable l'emporte, vivons comme auparavant. Non, Stafi Ivanovitch, peut-être vous, toujours, mais je n'ai pas pris votre pantalon. Eh bien, c'est entendu. Que Dieu te garde, Emiliane. Non, Stafi Ivanovitch, évidemment que je ne puis plus vivre chez vous. Pardonnez-moi, Stafi Ivanovitch. Mais Dieu te garde, te dis-je. Qui te chasse d'ici? Pas moi. Non, mais ce n'est pas convenable que je vive comme ça chez vous, Stafi Ivanovitch. Mieux vaut m'en aller. En un mot, voilà qu'il s'est offensé et répète toujours la même chose. Je le regarde. En effet, il se lève et commence à endosser son pardessus. Mais où vas-tu, Emilian Ilitch? Voyons, écoute. Où vas-tu? Non, Stafi Ivanovitch, adieu. Ne me retenez pas. Et de nouveau, il se met à pleurer. Je m'en vais, Stafi Ivanovitch. Vous n'êtes plus comme autrefois. Comment? Pas comme autrefois? C'est toi qui es devenu bête comme un enfant. Seul tu périras, Emilian Ilitch. Non, Stafi Ivanovitch. Maintenant, quand vous sortez, vous fermez votre coffre. Et moi, je vois ça et je pleure. Non, laissez-moi partir. Ça vaut mieux, Stafi Ivanovitch, et pardonnez-moi si je vous ai offensé. Eh bien, monsieur, il partit. J'attends un jour, un autre, et je pense, il rentrera ce soir. Non. Voilà le troisième jour, personne. J'ai eu peur. L'angoisse me saisit. Je ne bois ni ne mange, je ne dors pas. J'étais complètement désarmé. Le quatrième jour, je suis allé le chercher. J'ai fait tous les débits, je demandais s'il n'était pas égaré. Il est peut-être tombé ivre-mort quelque part, et gît maintenant comme une poutre pourrie. Je suis retourné à la maison ni mort ni vif. Le lendemain, j'ai décidé aussi d'aller à sa recherche. Et je me maudissais d'avoir laissé cet imbécile partir de chez moi de sa propre volonté. Mais presque à l'aube du cinquième jour, c'était fait. La porte grince. Que vois-je? Emiliane. C'est lui qui rentre, tout bleuâtre, les cheveux sales, comme s'il avait dormi dans la rue, maigre comme un clou. Il ôte son paletot, s'assoit sur mon coffre et me regarde. J'étais heureux, mais en même temps une sorte d'angoisse m'étreignait l'âme encore pire qu'auparavant. C'est-à-dire, monsieur, que s'il m'était arrivé à moi quelque chose de pareil, j'aurais préféré crever comme un chien plutôt que de revenir. Emiliane, lui, était revenu. Naturellement, c'est pénible de voir un homme dans une pareille situation. Je me suis mis à le consoler, à le dorloter. Eh bien, dis-je, Emiliane, je suis content que tu sois revenue. Si tu avais encore tardé aujourd'hui, je serais retourné te chercher dans les débits. As-tu mangé? J'ai mangé, Astafi Ivanovitch. Est-ce bien vrai? Tiens, mon ami, il reste un peu de soupe d'hier. C'est du bouillon. Et voilà du pain et de l'ail. Mange. Ça n'est jamais de trop. Je l'ai servi et alors je me suis aperçu qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Si grand était son appétit. En un mot, c'était la faim qui l'avait forcé à revenir. Je me suis attendri. Je le regarde et pense. J'irai au débit et lui rapporterai un peu de vin. Et nous ferons la paix une bonne fois. Assez. Je n'ai plus de colère contre toi, Emiliane. J'ai apporté du vin. Voilà, Emilian Ilitch, buvons un peu pour la fête. Veux-tu boire du vin? C'est sain. Il tendit la main avec avidité. Il tenait déjà le verre, mais soudain s'arrêta. Je regarde. Il prend le verre et le porte à sa bouche. Le verre tremblait dans sa main. Non, il le replace aussitôt sur la table. Quoi, Emiliane? Non, c'est-à-dire, Steffi Ivanovitch. Quoi, tu ne veux pas boire? Mais moi, Steffi Ivanovitch, je ne boirai plus. Quoi, tu veux tout à fait cesser de boire, Emiliane? Ou c'est seulement pour aujourd'hui? Il se tut. Je regarde. Il appuie sa tête dans ses mains. Eh bien, serais-tu malade, Emiliane? Oui, je ne me sens pas bien. Je l'ai mis au lit. Je regarde. En effet, ça va mal. Sa tête est brûlante. Il a la fièvre. Je restai près de lui toute la journée. La nuit fut encore plus mauvaise. Je fis un mélange de kvass avec du beurre et de l'ail, et j'y ajoutai de petits morceaux de pain. Tiens, dis-je, mange un peu. Ça ira peut-être mieux. Il hocha la tête. Non, dit-il. Aujourd'hui, je ne mangerai pas. Je lui préparai du thé. Ma vieille était très fatiguée. Ça ne va pas mieux. Décidément, ça ne va pas, pensai-je. Le troisième jour, je suis allé chercher un médecin.
J'avais un médecin, un certain Kostopravov, que je connaissais. Autrefois, quand je travaillais chez les Bosomiagin, j'avais fait sa connaissance. Il m'avait soigné. Le médecin vint, l'examina. Oui, dit-il, ça va mal. Ce n'était pas la peine de venir me chercher, mais on peut tout de même lui donner une poudre. Ma foi, je ne lui ai pas donné de poudre, et cependant, on était déjà au 5e jour. Il était couché là, devant moi, et touché à sa faim. J'étais assis sur le rebord de la fenêtre, mon ouvrage à la main. La vieille allumait le poêle. Tous trois étions silencieux. Mon cœur se fendait en le regardant. C'était comme si j'enterrais mon propre fils. Je savais qu'il me regardait. Depuis le matin, je sentais qu'il voulait me dire quelque chose, mais n'osait pas. Enfin, moi aussi je le regarde. Je lis dans les yeux du malheureux une telle angoisse. Il ne me quitte pas des yeux. Mais quand il s'aperçut que je le regardais, il détourna son regard. Astaf Ivanovitch? Quoi? Dit Emiliane. Si, par exemple, on vendait mon par-dessus, est-ce qu'on en donnerait beaucoup? Ma foi, je n'en sais rien, Emiliane. On en donnerait peut-être 3 roubles. 3 roubles. Et si on avait voulu le vendre, monsieur, on n'en aurait rien donné. On aurait pensé qu'on se moquait de vouloir vendre une saleté pareille. Je lui disais seulement ça, pour le consoler. Et moi, Astaf Ivanovitch, j'avais pensé qu'on en donnerait sûrement 3 roubles. Il est tendra, Astaf Ivanovitch. Comment pouvez-vous douter qu'on en donnerait 3 roubles? Je ne sais pas, Emilian Ilitch, dis-je. Et moi, Astaf Ivanovitch, j'avais pensé qu'on en donnerait sûrement 3 roubles. Il étendra, Astaf Ivanovitch. Comment pouvez-vous douter qu'on en donnerait 3 roubles? Je ne sais pas, Emilian Ilitch, dis-je. Mais si tu veux le vendre, dans ce cas, bien entendu, il faut demander au moins 3 roubles. Après un court silence, Emilian m'appela de nouveau. Stafi Ivanovitch? Quoi, Emilian? Quand je serai mort, vendez mon par-dessus. Ce n'est pas la peine de m'ensevelir avec. Je resterai sans. Le par-dessus, c'est quelque chose qui a de la valeur. On peut en tirer du profit. Mon cœur, monsieur, se serrait de telle façon que je ne saurais dire. Je vois venir l'angoisse d'avant la mort. De nouveau, nous nous sommes tus. Une heure se passa ainsi. Je le regardais. Il me regarda aussi. Et quand nos regards se rencontrèrent de nouveau, il baissa les yeux. Si tu voulais boire un peu d'eau, Emilian Ilitch? Oui, donnez-moi, Stafi Ivanovitch. Que Dieu vous bénisse. Je lui donnai à boire. Il but. Je vous remercie, Stafi Ivanovitch, dit-il. Voulez-vous encore quelque chose, Emilian? Non, Stafi Ivanovitch, rien. Seulement. Quoi? Seulement. Quoi donc, Emilian? Le pantalon. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai pris, Stafi Ivanovitch. Eh bien, Dieu te pardonne, Emilian, malheureux que tu es. Dors en paix. Et moi, monsieur, la respiration me manquait. Des larmes coulaient de mes yeux. Je me suis détourné. Stafi Ivanovitch? Je regarde. Emilian veut parler. Il fait des efforts. Remue des lèvres. Astafi Ivanovitch? Astafi Ivanovitch? Je regarde. Emilian veut parler. Astafi Ivanovitch? Je regarde. Emilian veut parler. Il fait des efforts, remue les lèvres. Soudain, il est devenu tout rouge, me regarde, et tout d'un coup, je vois qu'il devient pâle, pâle, tout blême. Il rejeta en arrière sa tête, respira profondément et rendit son âme à Dieu.